monde est installé. On va pouvoir commencer cette table ronde qui s'intitule « Quand la machine surprotège l'homme », avec une petite différence entre protéger et surprotéger. Je vais détailler ça un peu plus tard. Donc j'ai déjà présenté les différents intervenants. Donc je vais commencer par Martin Lessard, écrivain de SF québécois. Et ceux qui étaient hier savent que désormais le Québec, pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus supplémentaire. Donc voilà. Donc Martin Lessard, vous avez commencé à publier des nouvelles en 2009, avant de sortir un roman intitulé Terre sans mal chez De Noël en 2011. Et tout récemment, donc les saisons de l'indépendance chez Ad Astra, qui est un planète opéra. Paolo Bacigalupi, donc écrivain américain, qui est connu en France, premier roman par La fille automate, de Wind Up Girl, qui a obtenu le prix Hugo donc en 2010, je crois, ainsi que le Nebula, donc de nombreux prix, et aussi, ce qui est aussi intéressant, un recueil de nouvelles, La vie flûte et autres fragments de futurs brisés, pardon, toujours au Diable Vauvert, qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2015. Votre dernier roman, c'est Water Knife, qui était traduit par Sarah Dock. Tous vos ouvrages en France ont été traduits par Sarah Dock, qui est donc votre dernier roman, qui est un thriller sur finalement la guerre de l'eau. Ça, c'est pour la partie auteur de la table ronde. Maintenant, on va passer à la partie scientifique, puisqu'il y a vraiment un aspect scientifique dans cette table ronde. Donc d'abord, Laurence Boisset, donc ingénieure à la direction de l'énergie nucléaire au CEA, plus particulièrement sur l'innovation sur le secteur de l'assainissement et du démantèlement des installations nucléaires. Donc vraiment, bon, on parle de protection, donc là vraiment sur la question du danger, on est au top du top. Christophe Bernard, donc directeur de recherche à l'Institut de neurosciences des systèmes à Aix-Marseille, avec des recherches autour du développement de micropompes alliant électronique et organique pour améliorer l'effet de substances thérapeutiques dans le traitement notamment de l'épilepsie. Et enfin, Olivier Grasset, cette fois-ci on va très très loin, c'est-à-dire directeur adjoint du labo de planétologie et géodynamique de Nantes, et co-responsable d'une mission de l'ESA vers Jupiter en 2022. Donc non seulement on est dans l'espace, mais dans le futur. Donc voilà. Alors, donc quand on parle de la machine surprotège l'homme, j'ai envie de commencer tout de suite par évoquer la figure d'Asimov avec les robots. On connaît les trois lois de la robotique, enfin mais il y a une loi zéro qui est intéressante, puisque finalement cette loi zéro dit que les robots, au bout d'un moment, se disent que comme les humains finalement se font du mal, il y a un moment où il faut que les robots prennent en charge. Donc cette question de protection, de surprotection, que se passe-t-il quand les robots finalement viennent à juger les humains pour se dire les humains se font tellement de mal qu'il faut prendre en charge leur destin. Donc ça c'est finalement la motivation qu'on peut trouver à cette table ronde. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir à travers à la fois les recherches des ingénieurs et autres, et les auteurs de science-fiction, ce que ça veut dire que de protéger l'homme. Donc, première question que je vais adresser à Laurence Boisset, c'est que les machines sont parfois conçues pour effectuer des tâches faites par des humains, ce qui suscite... Évidemment, quand on dit de ça, de confier des tâches à des robots, des tâches effectuées par les humains, on se dit on a la peur que les humains soient remplacés par des machines. Mais justement, ce qui est intéressant dans votre travail, si j'ose dire, c'est que est-ce que c'est pas parfois préférable d'être remplacé par des machines ? C'est vrai qu'il y a quand même quelques nuances qu'il faut apporter par rapport à ça. C'est qu'il y a la machine qui va suppléer l'homme, et puis il y a la machine qui va remplacer ou se substituer à l'homme. Et donc entre ces différents niveaux, finalement, il y a toute une gradation en fait de ces robots qui vont soit interagir avec leur environnement dans une totale prolongation, une augmentation finalement de l'individu quand il travaille. Et puis il y a la machine qui devient vraiment l'automate, qui va avoir sa propre intelligence, qui va être complètement
finalement autonome dans ses gestes et qui va effectivement remplacer l'homme. Et puis il y a aussi cette machine qui va collaborer avec l'homme. Donc il y a un tas de nuances en fait dans ces différentes machines. Alors pourquoi on a besoin finalement de tous ces niveaux de robotique? Eh bien parce qu'en général, enfin pour ce qui me concerne, donc c'est l'intervention dans les environnements hostiles. Alors qu'est-ce qu'on appelle un environnement hostile? Effectivement, vous le disiez, dans l'énergie nucléaire, on va manipuler par exemple des substances irradiées, donc on ne peut pas les manipuler directement, donc il va falloir se prolonger. Un homme ne peut pas vivre au contact d'une substance irradiée, il ne peut pas la manipuler, et donc on va créer une machine qui va justement se substituer, le prolonger pour intervenir au plus près de ce matériau. L'environnement hostile, ça peut être aussi un environnement dans lequel on va manipuler par exemple des substances bactériologiques, mais ça peut être aussi l'espace, c'est un environnement hostile, l'espace, l'homme ne peut pas y évoluer naturellement. Ça peut être un environnement chimique, donc il y a tout un tas d'environnements hostiles avec donc des machines qui vont permettre à l'individu d'intervenir. Alors, par exemple, sur le stand Science Machina, vous avez un télémanipulateur, c'est en fait une prolongation du bras qui va permettre de prolonger chacun de ses gestes par une machine, comme si c'était une prothèse en fait, qui va intervenir dans l'environnement. Dans d'autres cas, on va avoir des machines qui vont travailler avec l'homme, c'est-à-dire qu'on va l'aider dans les tâches les plus pénibles. L'objectif de tous ces progrès technologiques, c'est quand même justement de réduire la pénibilité vis-à-vis des opérateurs, éviter, comme on a encore l'image, je ne sais pas si vous vous rappelez les illustrations de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers, on a le personnage avec son scaphandre. Aujourd'hui, il y a encore des interventions en scaphandre, que ce soit dans des milieux profonds, qui sont aussi des environnements hostiles, ou des environnements nucléaires. On appelle ça d'ailleurs de la plongée dans un environnement nucléaire, pourtant il n'y a pas d'eau. Et donc on voit bien combien ça peut être pénible de porter une tenue avec un masque, avec de l'air respirable. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte déjà de faire intervenir l'homme le moins possible, ou tout au moins quand il doit intervenir, eh bien d'intervenir d'une manière un peu plus allégée, et donc l'aider, c'est ce qu'on appelle la robotique collaborative ou la cobotique. Voilà. Alors après, il y a d'autres systèmes qui sont des systèmes complètement autonomes. On pense aujourd'hui à des humanoïdes qui vont, à l'image de Pepper, ou des petits robots, qui vont intervenir dans des environnements, qui vont avoir entre guillemets, leur libre arbitre. Alors quand on parle de libre arbitre, c'est bien évidemment qu'ils sont intégralement programmés pour réaliser des opérations. Et donc, ils vont avoir toutes ces opérations, toute cette, la compréhension de leur environnement. Ils vont interagir par des gestes qui sont préprogrammés. Et ils vont aussi éventuellement se préserver de ces environnements hostiles. Par exemple, quand on parle de radiation, eh bien, il y a les dangers de la radiation sur l'électronique. Donc, ils vont finalement se cacher derrière des parois, où ils vont apprendre à vivre le plus longtemps possible. Donc, on y attribue tout un tas d'adjectifs qui sont très, très humains, finalement. Et donc, ils vont finalement être autonomes dans leur environnement, tout en reproduisant un certain nombre de gestes. Et là, effectivement, ils se substituent à l'homme. Voilà. Oui, je peux rebondir là-dessus. Il y a un autre environnement hostile, autre que l'espace et l'environnement nucléaire, c'est la rue et la route. Et on parle des systèmes embarqués qui peuvent aider à la décision humaine. Je voudrais commencer en fait par la fin du débat d'hier, qui est le fameux exemple de la Tesla qui a eu un accident. Et les Tesla ont embarqué dans leur système aussi la détection de piétons, par exemple, qui traversent, et de systèmes pour pouvoir les éviter. Là, c'est une question que je voudrais poser aux deux auteurs, parce que c'est eux qui peuvent nous apporter la réflexion nécessaire pour répondre à ce genre de questions. Maintenant, la Tesla détecte un piéton qui traverse. Elle doit l'éviter, mais pour l'éviter, il n'y a qu'une seule trajectoire qui va faire que la Tesla va emboutir, par exemple, un lampadaire et qui va tuer l'occupant. Maintenant, comment on programme ça? Où on place la décision? Qu'est-ce qui est prioritaire? Le conducteur ou bien la personne qui passe? Là, je pense qu'encore une fois, on s'en remet à l'humain parce que la programmation sera faite par l'humain. Donc, je ne sais pas, il y aura certainement un consensus. Je ne sais pas. J'imagine d'un auteur à l'autre, on y va de nos théories, mais dans le pratique, il faut s'en remettre toujours à l'humain. Mais c'est des faux choix. C'est prioriser
Pour t'aider, c'est le classique dilemme du train. Ouais, Donc, ouais, exactement, c'est ça. Mais bon. So a couple of different things. Specifically about the Tesla question, from what I understand and what I've read, it turns out that while that's a very interesting intellectual question we can ask, almost always the answer for the car is to just slam on the brakes. It's not actually as it's a thought experiment that we can run, but the reality is that as far as software is concerned, basically slamming on the brakes solves most of the problems. It's the detection of the pedestrian in the road that matters. It's the reaction to the fact that there is a pedestrian in the road that matters. That's where human error mostly shows up. It's our failure to detect that there is a pedestrian. And that's where the intervention of the machine is highly valuable, not so much in the decision making, but in the simple detection that there is an obstacle, that a human being is asleep or distracted or whatever the thing is that's going on, that allows a machine intervention to improve upon overall human driving behaviors. The other thought I had was specifically about hostile environments. And, you know, coming from America, one of the things we're increasingly placing machines in hostile environments, which are war environments, combat environments. We use drones, we're using robots, we're placing mechanical sort of tools out there so that we don't have to take risks at war. And the interesting thing about that to me is that it means that war is relatively easy and cheap for us in many ways. If we can send in drones, it means that we aren't risking human pilots. If we can, there was an example just recently in the United States, there was a police incident, there was a shooting incident in Texas, and the person had been shooting at a crowd and then had been, the shooter had sort of hidden away, but police were able to drive a small robot in and blow him up. And which is an interesting thing. It solved the problem of the shooter, but it essentially allowed us to make decisions that weren't necessarily ethical. And essentially, there was a decision somewhere along the way that said that it was okay to execute this person rather than try to capture them, rather than try to... There were a whole lot of other decisions that stopped being available to us because we were protected from the danger of sending in something to just kill the person.